Je poursuis l'analyse de cette visite surprise du premier ministre Trudeau en Ukraine avec Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Esther. M. Trudeau était pressé, il faut le dire, par l'opposition à Ottawa d'en faire plus pour l'Ukraine. Il a donc choisi la journée d'une rencontre du G7 pour le faire. Il a même participé à ce sommet du G7 virtuel en compagnie du président Zelensky. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment choisi par M. Trudeau pour aller en Ukraine? Le moment est bon, je pense. Effectivement, il y avait déjà des réunions du G7. C'est très symbolique de le faire avec le président de l'Ukraine. Aussi, ce qu'on a peut-être oublié, c'est que c'est le 9 mai aujourd'hui qui est censé être une grande journée en Russie où M. Poutine est censé montrer toute la force et la puissance de son pays. Et donc, ça vient porter un petit peu ombrage à ça. Ça laisse pas toute la place à M. Poutine. Alors, je pense que pour ces raisons-là, la visite est intéressante. Ceci étant dit, on est beaucoup dans les symboles. Oui, le Canada appuie l'Ukraine, mais ça, on le sait déjà. Oui, on va donner un peu plus d'aide. C'est dans la continuité des choses. Par contre, est-ce que le Canada est un vrai joueur dans ce conflit-là? Est-ce que ça va changer la donne? Est-ce qu'on a une nouvelle politique étrangère? Non, je pense pas. Alors, on est plus dans la continuité que le changement, mais c'est pas inintéressant de voir la visite de M. Trudeau en Ukraine. Daniel, qu'est-ce que vous avez pensé du moment et de l'importance de la visite de Justin Trudeau en Ukraine? Oui, je pense qu'il devait y aller, puis il est allé un peu tard, mais finalement, c'est très bien passé. La conférence de presse, la séquence là, à l'ambassade avec le drapeau. Donc, je pense que il a montré que le Canada était derrière l'Ukraine, annoncé de nouvelles mesures. Alors, je pense que c'est positif. En même temps, c'est sûr que le Canada, non, c'est pas un joueur majeur sur l'échiquier international. Et notre politique étrangère, je pense, gagnerait à être plus claire, plus développée. Mais en même temps, je pense que c'est un bon moment pour Justin Trudeau et pour son gouvernement de montrer vraiment le soutien envers l'Ukraine. Et donc, je pense qu'en général, c'est une visite réussie. Parlons maintenant de la course au leadership conservateur. Je veux vous entendre, je veux revenir avec vous sur le débat de la semaine dernière entre 5 des 6 candidats dans la course. Alors qu'on se prépare au premier vrai débat entre les 6 candidats ce mercredi, Geneviève, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier débat de jeudi dernier? Je m'attendais à un débat plutôt tranquille, qui était comme une grosse pratique avant les vrais débats officiels. Évidemment, ça s'est pas passé. On a jeté les gants de boxe tout de suite et on a vraiment eu un affrontement frontal. Si on savait pas encore qui était Pierre Poilievre ou Jean Charest, puis qu'est-ce qu'il voulait faire pour le Parti conservateur, là, on le sait. Alors, on s'est attaqué vigoureusement. On sent que la lutte est entre ces deux candidats-là et ça va sans doute préparer la suite des choses. C'est-à-dire que le débat qui va avoir lieu cette semaine, à mon avis, ne peut pas faire l'impasse sur ce qu'on a entendu la semaine passée. Ça va être la continuité, mais en corrigeant les erreurs que chacun a commis. C'est-à-dire que il n'y a pas un candidat qui est ressorti gagnant de façon claire de ce débat-là, mais chacun a montré aussi un peu une faiblesse. Donc, je m'attends à ce qu'on apprenne du débat de la semaine passée pour changer certaines choses, le rendre peut-être plus instructif aussi, aller plus vers le fond des choses que juste des punchlines, là, comme on dit, on en a eu plusieurs, et d'aller et de voir vraiment ce que chacun a amené pour le bien et le futur du Parti conservateur. Oui, Daniel, Geneviève dit qu'il n'y a pas eu vraiment de gagnant. Est-ce que vous pensez justement dans ce débat de la semaine dernière qu'il y a eu un gagnant ou un grand perdant, selon vous? Le grand perdant, c'est Patrick Brown parce qu'il n'était pas là. Et d'ailleurs, tout le monde l'a remarqué et il s'est fait critiquer. Le débat a eu, oui, une couverture médiatique quand même, je pense, plus élevée qu'on le pensait, en partie parce que le ton était vraiment acrimonieux et donc Patrick Brown, je pense, a fait une erreur en ne se présentant pas. Il va être là, évidemment, au prochain débat. Mais je pense que si on parle beaucoup, oui, de Jean Charest et de Pierre Poilievre, que Geneviève a mentionné, mais Leslyn Lewis avait aussi beaucoup de mordants dans ce débat-là, attaquant Pierre Poilievre, disant que Pierre Poilievre, au fond, s'est joint derrière les camionneurs à la dernière minute et que c'était superficiel, et donc son combat pour la liberté, au fond, c'est liberté entre guillemets, là, c'est de l'opportunisme politique un peu fait sur le coin de la table, là, alors qu'elle elle défendrait cette valeur-là depuis longtemps. Donc, il va falloir surveiller Leslyn Lewis. Je pense que
elle pourrait faire des attaques, surtout contre Pierre Poilievre, qui pourrait faire mal, parce que on peut pas l'accuser d'être trop centriste, là. Donc, il va falloir la surveiller au cours du prochain débat. Oui, Geneviève, vous allez surveiller quoi de votre côté dans ce prochain débat? Ça va être la présence de Patrick Brown, parce que comme Daniel l'a dit, c'était le grand absent de la soirée. Pour quelle raison il n'était pas là? Peut-être que ça lui a permis de voir comment les deux s'affrontaient, là, entre Jean Charest et Pierre Poilievre, puis essayer de se faire sa propre stratégie. Mais lui pourrait changer, pourrait brasser les cartes un peu, parce que si Jean Charest paraît mal, si Pierre Poilievre réussit à mal le faire paraître, mais que des gens veulent pas voter pour Pierre Poilievre, Patrick Brown pourrait devenir la meilleure option pour les membres. Ceci étant dit, le débat de la semaine passée et ainsi que celui de cette semaine, puis en français la semaine suivante, oui, pour un auditoire conservateur, mais pas juste ça. Chacun des candidats essaye aussi de recruter des nouveaux conservateurs. Puis c'est vraiment la joute qui joue en ce moment. C'est-à-dire qu'on parle pas nécessairement aux gens qui sont dans l'auditoire, mais on parle à l'ensemble de la population en les invitant à se joindre au Parti conservateur et d'appuyer chacun des candidats. Donc, je pense que tous les candidats vont avoir ça à l'esprit et c'est ça que je vais surveiller, là, la stratégie qui va être élaborée par chacun pour aller chercher ces votes peut-être qui manquent encore là, pour le moment. Oui, c'est ça, parce que Daniel, il y a eu aussi Pierre Poilievre qui a été, je dirais, vertement critiqué en fin de semaine par l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, David Dodge, pour avoir affirmé que la Banque du Canada est financièrement illettrée. Est-ce que Pierre Poilievre devra changer de ton, selon vous? Quel impact ça pourrait avoir? Parce que c'est quand même une critique qui vient pas de n'importe qui. Ça pourrait avoir sur le ton de Pierre Poilievre. Oui, son ton lui rapporte d'une certaine façon parmi les gens qui sont un peu écœurés du statu quo, donc le ton populiste, anti-élite, ça fonctionne bien avec certains membres du Parti conservateur, mais je pense que certaines de ces dénonciations, certaines de ces critiques vont revenir le hanter plus tard s'il devient leader du parti. Donc, les libéraux, le NPD, on enregistre tout ce que M. Poilievre dit et on va s'en servir plus tard contre lui s'il devient leader du parti. Geneviève, là-dessus? Oui, tout à fait. M. Poilievre joue un jeu dangereux avec la Banque du Canada. C'est bien beau d'attaquer les institutions puis l'establishment, mais il ne faut pas lancer des accusations sans fondement. Puis effectivement, ça pourrait réfléchir plusieurs personnes sur la solidité de M. Poilievre. Je suis tout à fait d'accord avec Daniel, il parle à sa base en ce moment. Mais est-ce que c'est ça qui va l'amener à recruter d'autres personnes pour le leadership? Puis si ensuite il gagne le leadership pour la campagne électorale fédérale, ça, c'est loin d'être certain. Alors, il faudrait qu'il fasse attention à ce genre de déclaration-là. C'est une chose de parler devant ses sympathisants, c'en est une autre de parler à l'ensemble de la population. Et ces débats-là sont suivis par l'ensemble de la population. Et si les gens ne les regardent pas, les gens écoutent les commentaires le lendemain. Alors, il faudrait qu'ils fassent attention à ce genre de déclaration-là. Oui. Daniel, pour terminer, il nous reste à peu près 30 secondes. Est-ce que vous pensez que l'avortement va être un enjeu du prochain débat ou c'est une vieille histoire déjà? Je pense pas que ce soit une vieille histoire parce qu'on en parle beaucoup aux États-Unis, que les médias au Canada couvrent la situation américaine. Donc, je pense qu'on va en reparler. Et puis, Leslyn Lewis est là pour montrer qu'elle est différente, qu'elle est contre l'avortement. Et donc, elle va sûrement essayer de montrer à sa base, à elle, aux traditionnalistes, aux conservateurs religieux, qu'elle est là pour les défendre. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.